Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre dans le Politicien, votre rendez-vous politique sur Africa 24. 3 ans de crise politique au Burundi, le pays qui a plongé dans l'instabilité en 2015 avec des manifestations contre la candidature du président Pierre Nkurunziza à un nouveau mandat. S'en suivront une tentative de putsch, une reprise en main ferme du pouvoir, une commission d'enquête de l'ONU et plusieurs tentatives de médiation. Aujourd'hui, c'est le statu quo. Et pour en parler avec moi sur ce plateau, mes invités, Jean-Bernard Bikimé, vous êtes analyste stratégiste, bienvenue. Merci. Avec nous également Noé Mouizerwa, vous êtes juriste, bienvenue également. Merci, et Jean-Noé. Jean-Noé, pardon. Et Brice Zamba, avocat au barreau de Paris, bienvenue Brice. Je vous remercie Fanny. 400 000 personnes en exil et 1200 victimes. C'est le bilan des 3 années de crise au Burundi. La crise politique s'est donc doublée d'une crise humanitaire et désormais d'une crise économique puisque les modestes progrès réalisés pendant la décennie précédente sont mis à mal par l'instabilité continue. Écoutez Eddy-Claude Nininazawe, journaliste. Le bilan est largement négatif. Les citoyens burundis ont continué à être torturés, d'autres portés disparus à grande échelle selon les rapports des défenseurs des droits de l'homme locaux et internationaux qui enquêtent sur le Burundi. Et là, les agents ont préposé des institutions en charge de la sécurité publique, notamment les agents policiers, les agents de services secrets burundais, sont pointés du doigt, selon toujours ces rapports, et dans la disparition forcée de citoyens taxés d'opposants politiques. Il y a là aussi des assassinats qui sont ciblés, ce ne sont pas des accidents de route. Au niveau sécuritaire, je dirais que le bilan est largement négatif, je dirais en 3 ans, de 2015 à 2018. Alors, en ce sens que le pays, depuis 3 ans, s'est vu le nombre de visiteurs au niveau touristique a sensiblement été réduit, alors ce qui engendre des retombées négatives au niveau économique en matière de tourisme. Et sur le plan politique, Burundi n'a pas connu un bilan positif parce que après 2015, on a tenté à ériger une constitution qui est en dehors des accords d'Arusha, alors que les accords d'Arusha sont en ciment. La conciliation des Burundais, alors ce ciment a été saccagé par le régime. Selon des analystes, aujourd'hui, le Burundi a érigé, surtout le régime de Bujumbura a érigé sa propre constitution, une constitution qui n'est pas à l'unanimité de tous les Burundais, une constitution qui est venue remplacer une constitution consensuelle qui émane des accords d'Arusha de 2000, une constitution aujourd'hui qui est, je dirais, une bible d'une seule poignée de personnes, donc les membres du parti au pouvoir. Jean-Bernard Bikimé, nous sommes aujourd'hui quasiment 19 ans après les accords d'Arusha, qui en 2000 devaient constituer la clé de voûte de la stabilité au Burundi. Que reste-t-il aujourd'hui des accords d'Arusha ? Je dirais que prendre le problème sous le prisme des accords d'Arusha, c'est passer à côté d'une vérité qui saute aux yeux. Le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, la RDC, l'Angola, la Tanzanie, si je peux les rajouter, sont confrontés depuis une vingtaine d'années, on va dire depuis le raid d'Entebbe, le raid israélo-américain Entebbe pour libérer les otages israéliens en Ouganda, et la chute d'Idi Amin, chamboulée d'un point de vue géopolitique et géostratégique toute la sous-région. Et en fait, on a eu quoi? On a eu d'un côté, à partir de cet acte, une introduction massive de l'idéologie libérale. Et d'autre côté, vous aviez un grand africaniste, Nyerere, qui est aux côtés de Gandhi. Alors, on ne pourra pas faire tous les historiques. Je termine, c'est important, qui a toujours prôné la social-démocratie et le souverainisme, qui avait construit un axe en se disant il va bien falloir trouver un chemin permettant de faire d'un côté du libéralisme et de l'autre côté ne pas trop s'éloigner des traditions et originelles africaines. Donc une fois que vous posez ces deux éléments, vous apercevez que vous allez avoir derrière des hommes par lesquels ces idées vont pouvoir, je dirais, être infusées et mises en place. Et il y a un élément important, n'oublions pas que le Rwanda, le Burundi, l'Angola,
et l'Ouganda sont très très proches de ce que j'appelle la cassette économique du monde en Afrique, donc la RDC. Et si vous regardez ces trois personnes qui se battent aujourd'hui, parce qu'en fait ce qui se passe, quoi, on a un affrontement. Alors ça on aura l'occasion de revenir dans la suite de l'émission. On va rester sur le Burundi. On a trois rebelles, il faut le dire. Nkurunziza, c'est un rebelle mercenaire. Kagame, c'est un rebelle mercenaire. Museveni, c'est un rebelle mercenaire. Derrière ces trois personnes, vous avez un affrontement, des chocs frontaux permanents par groupes armés interposés. Et ces groupes armés interposés ont pour socle la RDC. Ce que l'on voit aujourd'hui au Burundi, c'est quoi? C'est ni plus ni moins la contestation de la mise à mort, disons, appelons un chat, la mise à mort des accords d'Arusha et la naissance d'une nouvelle république. Mais je pense que ce qui se passe réellement derrière, c'est la décision de Nkurunziza de prendre en main, et de demander au Burundais de prendre en main désormais toutes les décisions qui s'imposent sur ce terrain. Et ça, personne ne le pardonne. Jean-Noé Muizawa, certains disent que de toute manière, les accords d'Arusha n'avaient pas tout réglé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je suis d'accord avec ça, mais pour reprendre ce qu'il dit, c'est la naissance non pas d'une nouvelle république, mais d'une nouvelle dictature. Puisque justement, les accords d'Arusha n'existe plus depuis que Nkurunziza a décidé de rester au pouvoir. Et c'est pour ça qu'on voit une contestation. On s'imaginait que... Voilà, de fait, avec un troisième mandat, c'était aller contre les accords d'Arusha. Effectivement. Donc, en somme, je ne peux pas rajouter grand-chose à part dire que les faits sont là et on voit concrètement oui, que... mais quelle était déjà la fragilité dans ces accords d'Arusha pour qu'on comprenne bien cette crise qui se joue aujourd'hui au Burundi? Bon, là, ça serait rentré dans quelque chose de beaucoup plus, beaucoup plus complexe. Et concrètement, moi, je ne pourrais réellement parler que de l'EAC et de la difficulté qu'ont les Burundais à pouvoir prendre leur destin. Alors, Brice Zamba, on a le président Pierre Nkurunziza et son parti, le CNDD-FDD, qui n'ont jamais caché leur hostilité aux accords d'Arusha. D'après vous, pour quelles raisons? Écoutez, c'est d'abord une question d'intérêt, parce que pour souscrire à un accord, encore faut-il qu'on se soit retrouvé dans tous les termes de l'accord. Or, selon Nkurunziza et son parti, cet accord, de leur point de vue, ne rendait pas justice en fait aux attentes de ce qu'eux ils croient représenter comme une certaine partie du Burundi. Puisque déjà, cet accord a été un accord imposé, pour eux c'était plus un accord imposé, qui organisait un certain équilibre d'institutions, un certain équilibre institutionnel, ethnique, en essayant de répartir le pouvoir à ce que, en fait, chaque composante ethnique puisse trouver sa place. Mais pour Nkurunziza, de son point de vue, il a interprété l'accord d'Arusha de sorte qu'il pouvait prétendre, lui, à briguer une troisième fois encore son élection. Mais aujourd'hui, en fait, c'est qu'on peut reprocher, c'est qu'eux, ils pensent reprocher à cet accord, parce que cet accord bride la capacité d'agir de l'État burundais. On assiste à un État burundais qui est quelque part un peu sous tutelle, qui est quelque part un peu parrainé, à qui on refuse le côté d'être majeur. C'est-à-dire de se prendre en main et de poser des actes qu'un État devrait poser. Et donc Nkurunziza croit, je précise croit, qu'en posant les actes qu'il pose, il pose donc à la face du monde un État qui se veut souverain, comme on voit souvent des dictatures, quand elles veulent faire ce qu'elles veulent, se cachent derrière les oripeaux d'une certaine souveraineté. Donc il y a cette quête d'une souveraineté mal comprise ou mal interprétée, mais qui au final sert les intérêts du clan au pouvoir. Jean-Bernard Bikimé, est-ce que ça veut dire que les accords d'Arusha portaient déjà en eux-mêmes les germes de cette crise que l'on connaît aujourd'hui? Il faut... Alors, qui dit Arusha dit quoi? Qui dit Arusha dit statu quo ex ante, on va dire, je ne vais pas revenir dans les conflits Hutu-Tutsi, mais dans cette région, dans ces deux pays, le Rwanda et le Burundi, nous avons une histoire très très forte où certaines composantes des deux pays s'estiment pas prioritaires, mais s'estiment au-dessus des autres composantes et ont toujours été associées
à la direction et à la gouvernance de ces différents territoires. Malheureusement, l'histoire contemporaine a bouleversé ces grands équilibres et du coup, il y a des ruminements, il y a des cheminements vigoureux qui poussent justement les uns et les autres à se dire attention, nous ne pouvons pas balayer, je suis d'accord sur ce point, balayer d'un revers de bras toute l'histoire de nos territoires et se dire ces territoires ont commencé à vivre à partir de 1814. Or, avant 1814, ces territoires vivaient avec des organisations propres. Aujourd'hui, la question de fond qui s'oppose au Burundi et d'ailleurs même au Rwanda, est-ce qu'un accord est figé dans le marbre? J'en prends deux. Oui. La Syrie a eu un accord, les accords de Picot. Est-ce que ces accords de Picot sont toujours valables aujourd'hui? Ils n'y sont plus. Le Liban a eu un accord qui permettait aux différentes communautés justement de coexister. Ces accords n'existent pas. La vraie question qui se pose aujourd'hui n'est même pas une question de souveraineté. La vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est comment faire en sorte que l'ensemble des composantes ethniques du pays et l'ensemble des compétences du pays puissent participer au développement de ce pays. Ça, c'est la première question. Donc vous estimez que de toute manière, les accords d'Arusha étaient amenés à évoluer, à être modifiés? Comme tout accord, Oui, il n'est pas figé dans le marbre. Oui, mais il faut dire quand même que quand il y a un accord, l'accord doit évoluer de commun accord. En fait, c'est la volonté des partis qui ont mis en place cet accord, c'est cette volonté commune qui doit faire évoluer l'accord. Mais on ne peut pas faire évoluer un accord unilatéralement. C'est-à-dire que là, on assiste à un diktat, c'est-à-dire que le Burundi décide de son propre chef, de s'émanciper du cadre des accords, de l'accord d'Arusha pour suivre un chemin qui est le sien. Donc en ce moment-là, c'est une évolution qui est plutôt imposée unilatéralement par le Burundi. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'il est de la responsabilité des États de la communauté est-africaine de pouvoir recadrer tout cela. Parce que cet accord a été pris dans le cadre de cette communauté. Et donc, il faut que cette communauté revienne encore au devant de la scène pour précisément réencadrer ce qui est en train de sortir. Ça veut dire que vous estimez que pour modifier ces accords ou les faire évoluer, en tout cas, il aurait fallu que toutes les parties qui ont élaboré ces accords soient également présentes pour les faire évoluer. Sinon ce n'est plus une évolution d'un accord. Parce que l'accord n'est accord que parce que le mot le dit. C'est-à-dire que les parties en litige sont d'accord pour pouvoir régler leurs contentieux en mettant en place des clauses bien précises. Et s'il faut les faire évoluer, il faut les faire évoluer ensemble. Mais là, à partir du moment parti au pouvoir au Burundi évoque l'argument de la souveraineté du pays. Ah oui, mais la souveraineté du Burundi devait s'exercer dans le cadre de l'accord d'Arusha. Jusqu'à ce que l'accord soit totalement vidé, c'est-à-dire exécuté, pour mettre en place des institutions pérennes. C'était ça l'esprit d'Arusha. Or, à partir du moment où l'État, je dirais plutôt Nkurunziza, est sorti unilatéralement de ses cadres, alors l'État qu'il incarne, c'est plutôt par imposture, c'est ce que les autres lui reprochent. Parce que le conflit, le problème burundais, le cadre d'Arusha permettait de le résoudre, sans aller d'abord dans des questions de composantes ethniques, puisque ça équilibrait, c'était un équilibre d'ensemble, institutionnel, ethnique, etc. Sans parler encore, pour l'instant, du Rwanda, etc. Mais pour rester dans le cadre de cet accord, le Burundi ne peut pas, en fait, le président Nkurunziza, qui croit incarner l'État burundais, ne peut pas engager unilatéralement le Burundi hors le chemin du cadre d'Arusha, puisque c'est ces cadres-là qui permettent la mise en place des institutions. Alors, Jean-Bernard Bicquet, vous n'êtes pas d'accord? Mais non. Alors, ce qui est quand même terrible, nous avons un juriste en face qui est en train de nous dire, écoutez, un accord est au-dessus de la Constitution. Un accord s'exerce, un accord remplace... Mais c'est ce que je viens de dire. Là, alors, qu'est-ce que c'est quelle était la nature juridique de l'accord d'Arusha? Alors, terminez. Qu'est-ce que c'est la souveraineté? La souveraineté, c'est tout ce qui peut s'exercer sur un territoire et qui ne connaît rien, qui ne reconnaît aucun pouvoir au-dessus de lui. Oui, mais le fondement, c'est la légitimité. Le fondement de la souveraineté, c'est la légitimité. Alors, quelle est la légitimité du président Nkurunziza de croire exercer une souveraineté dont il est l'usurpateur? C'est lui. Parce que la souveraineté, c'est ce que vous dites, est vrai, mais le fondement de la souveraineté, c'est la légitimité. C'est celui qui est élu qui exerce la souveraineté. Et dans les conditions prévues par l'accord d'Arusha, qui est l'ensemble de la classe... Je suis désolé, si on parle du droit,
Je vais prendre deux cas bien précis. Je vais prendre la charte de l'Union africaine et la charte de l'ONU. Dans ces deux documents cadres, il est clair que celui qui exerce la souveraineté est celui qui engage la responsabilité du territoire. Il faut comprendre ce que vous dites. Ne vous en déplaise. Il faut comprendre ce que vous dites, monsieur Buté. Vous dites des choses, ne vous en déplaise. mais il faut comprendre ce que vous dites. Parce que dans la charte de l'Union africaine, non, je suis désolé. ce sont des États, ce sont des chefs d'État. Jean-Bernard Bicki, mais attendez, pour qu'on comprenne bien, vous dites, contrairement à Brice Zamba, que cette évolution des accords d'Arusha peut être prise de manière unilatérale par le pouvoir burundais. Elle n'a pas été prise unilatérale. Qui est-ce qui exerce la souveraineté aujourd'hui au Burundi? Je prends un cas très simple. La constitution du Rwanda interdisait à Kagame de briguer un troisième mandat. Il a modifié. Qui est-ce qui a rallié? Il n'a pas modifié. Ah, très bien. Très bien. Je prends un exemple. Qu'est-ce qu'il a fait? Monsieur Bicki, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, on ne va pas faire des débats sur le Rwanda, s'il vous plaît. Je termine. Il faut que sur ce plateau, quand vous arrivez sur les plateaux, discuter sur des bases scientifiques. D'accord? Mettez les a priori. Comme s'il s'agissait d'une religion. Et même dans des religions, il y a des courants. T'entendre dire, c'est honteux. T'entendre dire un accord est une constitution, c'est grave. Mais qu'est-ce qui a dit ça? Je suis désolé. Vous dites des choses que vous ne comprenez pas vous-même. Depuis quand un accord est une constitution? Vous dites des choses que vous interprétez mal et que vous supposez que les autres ont dit. C'est ce que j'ai entendu. C'est extraordinaire. C'est ce que j'ai entendu. Vous entendez des voix, le débat juste après la pause, s'il vous plaît. Nous avons marqué une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie du Politicien.